Bienvenue sur Connexion. Cette émission se concentre sur l'écosystème des télécoms et des MSP français. C'est pas toujours une bonne idée parce que la loi nous dit très précisément comment fonctionne une SARL. Donc c'est facile à faire, mais si c'est facile à faire, on n'a absolument aucune souplesse juridique sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce pacte d'associés ? Eh bien, on va d'abord écrire la façon dont les associés se rémunèrent. Parce que quand on crée une société, au départ, on n'a pas forcément les sous pour se payer. On va avoir tendance à investir dans l'outil, on va acheter du matériel, on va embaucher des gens, on va prendre des locaux. On en parlera tout à l'heure, je crois. Mais on a quand même vocation et envie, et c'est légitime, de se rémunérer. Eh bien, l'opportunité de rachat, déjà, à mon sens, il faut garder en tête qu'il vaut mieux ne pas faire une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Juste avant la vente, des actions de la société aux enfants, des actions de la société aux conjoints de l'associé, et juste après la vente, eh bien justement, le conjoint, les enfants vont percevoir une fraction du prix de vente. Si on a suivi le chemin qu'on vient d'évoquer, normalement, on n'aura pas beaucoup d'enjeux fiscaux parce que les sociétés holding, lorsqu'elles détiennent des filiales et lorsqu'elles réalisent des plus-values de cession en vendant leurs filiales, sont quasiment exonérées d'impôts sur les sociétés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Marie Garino. Ce n'est pas un professionnel de l'IT ou des télécoms comme on a l'habitude d'écouter dans cette émission, mais un avocat et maître de conférences à l'université. L'objectif était de proposer un épisode différent de ceux que l'on peut avoir dans cette émission, car vous êtes des TPME comme toutes les autres et êtes forcément passés par l'une des phases suivantes. La constitution de votre société, l'achat de locaux, le rachat d'une entreprise, la mise en place de mécanismes pour vos salariés, voire même la vente de votre société. Et chaque étape doit faire partie d'une stratégie aux bases saines. Allez, c'est parti, on s'assoit pour le cours magistral. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Paul-Antoine. Merci pour ta présence. Je t'invite avant toute chose à te présenter pour commencer. Eh bien, merci Paul-Antoine, merci pour ton invitation également. Je m'appelle Jean-Marie Garino, je suis maître de conférence à l'Université de Bourgogne en droit des sociétés et en droit fiscal. Je suis également avocat associé au cabinet du Parc Monnet en droit des sociétés et en droit fiscal, et plus spécialement spécialisé en restructuration et transmission d'entreprise. Magnifique. Donc au moins on sait de quoi on va parler. Il y a quand même une question que je t'ai jamais posée, Jean-Marie, c'était quoi ton sujet de thèse? Alors, mon sujet de thèse, c'était un sujet très classique, il ne faut pas y attacher beaucoup d'importance. Ma thèse portait sur un concept de droit commercial qui s'appelle le secret des affaires. Voilà. Grand succès de librairie. Ah, tu m'étonnes, c'est un sacré sujet, surtout dans les thèmes là qu'on va aborder. Donc quand on a préparé cette émission, l'idée c'était de raconter toutes les étapes d'une vie d'une société, sous Oui, le prisme de 2025, parce que si vous écoutez ça en 2030, ça va peut-être changer, évidemment. Il faut faire attention avec le juridique. Et donc, on va dérouler la vie de deux associés qui lancent leur structure et qui évoluent. très bien, Paul-Antoine. Alors, donc, au début, nos deux associés ils se lancent et ils ont 5 000 € d'apport. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans ce lancement et constitution de société? Déjà, alors ça paraît un petit peu évident, mais une association, ça peut être des amis, mais c'est pas forcément des amis. Alors ça, c'est pas une considération juridique, hein, mais c'est une considération d'avocat en droit des sociétés. Une association, c'est pas un mariage, c'est pas une relation d'amitié, c'est une relation d'affaires. Naturellement, on peut être amis, on peut devenir amis, on peut parfois se marier, on peut aussi divorcer et rester associé. Mais si on garde à l'esprit que c'est une relation d'affaires, ça veut dire que on doit prêter une grande attention à la documentation juridique qui va justement régir cette association des deux amis, des deux associés que tu évoques, avec 5 000 € de capital. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. La première question à se poser, c'est de savoir quelle société on va créer, et ça dépend notamment de l'activité, ça dépend aussi du régime social des dirigeants, et ça dépend enfin de le régime fiscal. Pour des raisons
social, en général, on va avoir tendance à se diriger vers des SARL parce que les charges sociales des gérants de SARL sont moins élevées que dans les SAS. Donc, ça veut dire que les gens, au départ, forcément, n'ont pas énormément d'argent à consacrer à leur protection sociale. Donc, a priori, ils vont parfois avoir tendance à privilégier les SARL. Mais c'est pas toujours une bonne idée parce que la loi nous dit très précisément comment fonctionne une SARL. Donc c'est facile à faire, mais si c'est facile à faire, on n'a absolument aucune souplesse juridique sur ce qu'on peut faire ou pas faire, sur la façon dont on va organiser la vie de notre société ensemble, ce qui se passe si on n'est pas d'accord, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on va généralement créer des SAS. Et il y a une astuce qui permet malgré tout d'avoir le régime social des SARL et une SAS en même temps, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure si tu veux bien, Paul-Antoine. Donc, a priori, on va plutôt se diriger vers une SAS et on va faire attention à la façon dont on va fonctionner ensemble. La façon dont on va fonctionner ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qui a la capacité à décider de quoi? Est-ce qu'on considère que chacun des associés a le pouvoir de faire tout seul certaines choses? Est-ce qu'on considère que pour d'autres choses, ils doivent les faire d'un commun accord? Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas d'accord? À mon avis, c'est la première question que les associés doivent se poser dans le cadre vraiment de la création et du développement de leur business, parce que ça va être leur gestion quotidienne. C'est est-ce qu'il y en a un qui fait la technique, l'autre le marketing, par exemple? Est-ce qu'on lui laisse une grande latitude dans ces domaines-là? Grande latitude, ça veut dire concrètement qu'il va pouvoir dépenser certaines sommes d'argent dans une certaine limite sans forcément demander l'accord de l'autre. Est-ce qu'on considère qu'on fait tout ensemble? Il y a des gens qui font tout ensemble parce qu'ils savent tout faire et qui veulent faire ensemble parce qu'ils sont bons que quand ils sont ensemble et quand ils sont séparés avec des tâches chacun, ils sont chacun dans leur coin et en fait ça marche pas très bien. Donc ça c'est une question de personne, c'est pas une question juridique. Mais une société c'est quand même, comme on disait tout à l'heure, une relation d'affaires, mais c'est une relation. Donc c'est une question de personne. Donc il faut qu'on discute avec les clients pour les amener à réfléchir entre eux sur comment ils voient leur association, leur fonctionnement conjoint. Est-ce que moi j'ai un talent particulier pour ça? Est-ce que toi tu as un talent particulier pour ça? Est-ce qu'on considère qu'on partage, qu'on réunit certaines choses, etc. Et le premier travail qu'on fait nous en cabinet, c'est d'écouter les gens et de favoriser la discussion entre les futurs associés pour savoir justement précisément ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent pouvoir faire, et y compris bien sûr leur faire penser à des choses auxquelles justement ils ne penseraient pas spontanément. D'accord? Donc à mon avis, la première chose à faire, c'est la répartition des rôles. Je ne sais pas si ça répond à ta question pour l'instant. Si, si. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu es maître de conférence, j'ai pas besoin de te relancer. Tu avances tout seul. Bah, écoute, je te remercie. C'est mon premier métier. Et justement, une fois qu'on aura bien identifié ce que les clients veulent faire ou ce qu'ils pensent faire ou ce qu'ils pensent devoir faire, bah nous, on va commencer à rédiger. On va commencer à rédiger, ça veut dire que on va rédiger des statuts en disant, bah voilà, tel associé va être en charge de ça, tel autre associé va être en charge d'un autre domaine, ou les deux ensemble, selon ce que veulent les clients, selon ce qu'ils pensent bien pour eux. Et puis, on va décrire dans les statuts, éventuellement dans un pacte d'associés, on verra après, on va décrire dans les statuts ce que chacun peut faire. Je peux embaucher des salariés, je peux souscrire des contrats, je peux acheter des ordinateurs, etc. Mais en revanche, par exemple, je peux embaucher tout seul, dans la limite d'un certain montant de salaire, mais je ne peux pas embaucher un cadre dont le salaire serait trop important au début de la constitution de la société. Donc pour ça, je vais demander l'accord de l'autre. De la même façon, nous, on aime bien dire que les deux ne peuvent licencier des salariés qu'ensemble. Pourquoi? Parce que si ça se passe mal avec un salarié et qu'on doit mettre fin à la relation de travail, potentiellement, ça va avoir des conséquences financières importantes pour la société. Donc, il faut demander l'accord de son associé. Parfois même, on pousse la finesse jusqu'à dire, tu veux absolument le licencier, eh ben, tu le licencies, mais s'il y a des conséquences qui sont financièrement néfastes pour la société, eh ben, ce sera toi et toi seul qui les assumeras. Si on écrit ça, par exemple, eh bien, ça veut dire que on se met d'accord pour licencier, auquel cas on assume le risque ensemble. Si on n'est pas d'accord, celui qui veut licencier assume le risque seul. Donc forcément, ça va obliger les gens à se parler et ça va obliger les gens à prendre les bonnes décisions ensemble. Et s'ils ne sont pas d'accord, à assumer les conséquences de leurs décisions. Donc,
voilà ce qu'on peut mettre dans un pacte d'associés, dans des statuts un petit peu élaborés, en SAS notamment. Et puis souvent, on a besoin de compléter les statuts par un pacte d'associés. Contrairement à ce qu'on entend parfois, on n'a pas l'obligation d'avoir un pacte d'associés. Simplement, c'est conseillé. C'est conseillé parce que certaines clauses n'ont pas forcément vocation à se retrouver dans les statuts, notamment pour des raisons de discrétion, de confidentialité, que ce soit à l'égard de la concurrence, à l'égard de fonds d'investissement qui voudraient nous racheter, à l'égard de nos salariés. Donc, on va mettre ça dans un document à part qui sera un pacte d'associés. Ce qui est très important, c'est que le pacte d'associés, s'il n'est pas signé en même temps que les statuts, ben, en réalité, on s'aperçoit qu'il ne sera jamais signé parce qu'on dit, bon, on verra ça plus tard. Puis en fait, on voit ça jamais. Et puis on s'aperçoit qu'on commence à plus trop bien s'entendre. Et puis on se dit, ah, mais le pacte, machin. Ah, ben en fait, on l'avait jamais signé. Bon, ça, c'est un peu dommage. Donc normalement, votre avocat devra quand même être assez vigilant sur le fait que vous allez signer vos statuts et vous allez signer votre pacte d'associés normalement le même jour ou en tout cas à très bref délai. Et ce qu'on dit toujours aux clients, c'est on va vous aider à vous mettre d'accord sur le plus de choses possible. On va écrire le plus de choses possible. Si tout va bien, cette documentation-là, elle restera dans le tiroir, on la sortira jamais. Et si tout va mal, ben, on commence à ouvrir les tiroirs, mais au moins, on aura un chemin pour éventuellement la résolution des différends entre associés. Justement, on va en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce pacte d'associés? Eh bien, on va d'abord écrire la façon dont les associés se rémunèrent. Parce que quand on crée une société, bah, au départ, on n'a pas forcément les sous pour se payer. On va avoir tendance à investir dans l'outil, on va acheter du matériel, on va embaucher des gens, on va prendre des locaux. On en parlera tout à l'heure, je crois. Mais on a quand même vocation et envie, et c'est légitime, de se rémunérer. Donc, on va fixer les critères de la rémunération des dirigeants. Et là encore, on a des dirigeants, des associés, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, pas forcément les mêmes aspirations, pas forcément la même capacité de travail, pas forcément le même temps à consacrer à la société. Donc, on peut écrire que tout le monde travaille de la même façon et tout le monde gagne la même chose, que si certains veulent prendre leur vendredi, leur mercredi, etc., eh bien, ils gagneront moins que les autres, que d'autres peuvent prendre plus de vacances, moins de vacances, etc., mais au moins, c'est écrit. Et si c'est écrit, ça veut dire que, naturellement, ça n'empêchera pas un éventuel problème de survenir, mais ça veut dire que le chemin de résolution du problème, il existe déjà, parce que c'était ce que les parties ont voulu au départ. Je ne vais pas dire à mon associé, attends, tu gagnes la même chose que moi, mais tu as pris 10 semaines de vacances, moi j'en ai pris 2, donc c'est pas juste. C'est écrit. Donc on sait que celui qui veut plus de vacances aura généralement moins d'argent. Mais c'est le choix des parties, mais encore une fois, il faut le prévoir. Donc, première chose, le travail des dirigeants. Deuxième chose très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait si la société a du résultat? Est-ce qu'on distribue les dividendes? Est-ce qu'on ne distribue pas de dividendes? Parce que quand on est à 50-50 face à face, 50-50, ça veut dire que personne ne peut rien faire tout seul et personne ne peut décider de rien sans l'autre. Donc on va dire dans le pacte d'associés, bah, au bout de la 4e année, si on a au moins tel niveau de résultat, on prend les dividendes, ou 80% des dividendes, ou 90% des dividendes, en précisant bien sûr qu'il faut que la trésorerie de la société le permette. D'accord? Parce que l'idée, c'est pas évidemment de faire quelque chose qui nuise à la société, c'est de se payer si la société va bien. D'accord? Donc là encore, c'est écrit. Troisième chose très importante, c'est qu'est-ce qui se passe si, parce que la société marche bien, un investisseur, voire un acquéreur ou un repreneur envisage d'acheter la société. On s'aperçoit que les affaires vont tellement bien que la société, en fait, elle aiguise la convoitise des autres. Un concurrent se dit, tiens, je vais les racheter parce qu'ils sont très forts, ceux-là. Ils vont me piquer des parts de marché. Je préfère les acheter pendant qu'ils ne valent pas trop cher et plutôt que de me laisser concurrencer. La question qui va se poser, c'est toujours la même. J'ai un associé qui veut vendre, un associé qui ne veut pas vendre. Eh bien, on peut prévoir des clauses qui précisent que, par exemple, si un associé veut vendre et l'autre pas, eh bien, l'associé qui veut vendre a la capacité à forcer l'autre à vendre, donc tout le monde vend. Et celui qui, au départ, ne voulait pas vendre pourra, s'il ne veut vraiment pas vendre, ou devra, racheter les parts de son premier associé. Je ne sais pas si je suis clair, Paul-Antoine, si ça va. Si, c'est très clair. Eh bien, écoute, merci. Donc, c'est une façon de dire, moi, je protège l'associé qui veut réaliser son patrimoine, parce que s'il a trouvé un acheteur, il est sûr qu'il vendra. Ce sera peut-être pas forcément au concurrent qui voulait acheter,
Au pire, ce sera son autre associé, mais en tout cas, il vendra. Et celui qui veut rester, eh bien, il a la garantie de rester, mais à condition de désintéresser son associé en rachetant ses parts. Donc ça, c'est des choses qui doivent être prévues. Si ces choses-là ne sont pas prévues ni dans les statuts, ni dans le pacte, ce qui se passe, c'est qu'en général, eh bien, l'acheteur potentiel, il ne veut pas 50% du capital, il veut 100%. Pourquoi il veut 100%? Parce qu'il veut le pouvoir de décision, il veut le pouvoir de tirer les fruits de cette société, il ne veut pas la moitié des parts, il ne veut pas être bloqué. Donc, si jamais l'acheteur ne peut pas acheter 100%, eh ben, généralement, il n'achètera jamais 50%. Donc, on se retrouve avec deux associés face à face. Il y en a un qui a dit clairement qu'il voulait partir. Il y en a un auquel on a dit, bah, tu avais une belle opportunité, mais moi, je t'ai empêché de la saisir. Donc, je te laisse imaginer, évidemment, ce qui va se passer par la suite entre les deux associés. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit ce qui va se passer. D'accord? J'entends. Donc, ça, c'est... Je te coupe juste la parole. Ah, je Nous, t'en moi, prie. comme je suis minoritaire dans la société, quand on a fait la reprise avec toi en tant que conseil, tu as mis un mécanisme différent qui est à partir d'un certain montant, le minoritaire peut forcer la vente, dire non, c'est bon, c'est mis d'accord il y a 10 ans sur ce montant-là, on sort. Point. Tout à fait. On peut cranter tous ces mécanismes en disant, bah, attends, si on a un tiers acquéreur qui nous propose telle somme, alors tout le monde sort parce que moi j'estime que j'ai bien valorisé mon travail et que je veux réaliser le fruit de mon travail. Quand je dis réaliser, ça veut dire le vendre parce que je veux refaire un autre business, éventuellement avec mon associé de toujours, éventuellement avec un troisième, etc. Et justement, le pacte, il peut aussi prévoir l'entrée d'un troisième. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un troisième ou si on ressent le besoin d'un troisième, voire d'un quatrième, etc. Naturellement, s'il y a un troisième qui vient ou un quatrième qui vient, il va forcément devoir payer ses parts un peu plus cher que les copains, puisque la société elle, se sera valorisée. C'est toujours pareil, quand il y a des gens qui veulent venir ou qui veulent acheter, c'est parce que la société s'est valorisée. Donc ça veut dire que les deux d'origine ont bien travaillé. Donc celui qui vient doit venir avec davantage d'argent, va payer ses parts un peu plus cher, et on peut prévoir justement des formules de valorisation, etc., etc. Donc un pacte d'associés, globalement, ça sert à fixer les conditions de travail, fixer la répartition des dividendes et fixer les opérations sur le capital social, que ce soit la vente des parts, la vente de toutes les parts, la faculté de rachat de celui qui reste, l'entrée d'un tiers, etc. C'est très Tout est clair. clair pour toi? Ouais, c'est très clair. En plus, nous, on navigue, enfin, nous, nos clients, enfin, bref, l'univers des télécoms. On est quand même sur un univers où il y a beaucoup de rachats, donc c'est hyper important d'avoir des bases très saines pour se lancer. Et maintenant qu'on est lancé, disons 2, 3 ans après, on commence à voir les premiers recrutements qui arrivent sur la société, et les dirigeants souhaitent mettre rapidement en place des avantages pour les salariés, de type BSPE, PCA, BSPCE, BSA ou de l'intéressement. Peut-être d'autres mécanismes, mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo là-dessus, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Paul-Antoine, avec plaisir. Alors, BSPCE, BSA, intéressement. BSPCE et BSA, c'est assez cousin. Je vais t'expliquer mon point de vue. L'intéressement, c'est autre chose. BSPCE, BSA, ça veut dire qu'on considère que les salariés ont vocation, d'une façon ou d'une autre, à devenir des associés de la société, ou en tout cas qu'on considère qu'on va les rémunérer avec des BSPCE ou des BSA. À mon avis, et c'est ce que je dis à tous mes clients, alors mon discours il n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais j'assume ce point de vue, il est un petit peu dangereux, voire un peu illusoire, de dire à des salariés, la société, elle n'a pas les moyens de te payer avec du salaire à hauteur de ton travail, donc je vais te payer avec des BSPCE ou des BSA. L'un ne doit pas, à mon sens, remplacer l'autre, parce que les salariés doivent être payés justement avec du salaire. En revanche, si on souhaite partager davantage de valeur, parce que déjà les salariés sont bien payés, qu'ensuite on veut les fidéliser, ce qui est tout à fait légitime, on peut souhaiter les impliquer davantage et les faire participer au capital social. C'est-à-dire qu'en gros, avec les BSPCE ou les BSA, les salariés vont avoir la capacité à acheter une fraction du capital de l'entreprise, de la société, ce qui veut dire que le jour où la société sera revendue, il y aura une partie du prix de vente qui sera attribuée aux salariés. Le jour où la société servira des dividendes, il y aura une fraction des dividendes qui sera attribuée aux salariés. La différence entre les BSPCE et les BSA, elle est extrêmement technique, donc on ne va pas forcément trop rentrer dans le détail. Je vais donner un point de vue, mais un point de vue qui n'est que le mien et qui n'engage que moi. Je trouve que les BSPCE sont un outil un petit peu dangereux et l'actualité fiscale vient de le montrer. C'est un outil dangereux dans la mesure où la fiscalité sur les BSPCE, elle est très changeante et elle vient de s'alourdir considérablement.
Donc, pour ma part, j'ai plutôt tendance, mais c'est un avis technique, à faire des BSA. Les BSA, ce sont des bons de souscription d'actions, et je préfère que les BSA soient attribués à la holding, c'est-à-dire à une société qu'on va créer pour le salarié auquel on va attribuer des BSA, parce qu'on a un régime fiscal qui est beaucoup plus stable. Et le problème, c'est que quand un outil il est créé avec un régime fiscal favorable au départ, et que ce régime fiscal devient non pas défavorable, mais en tout cas extrêmement changeant, bah, on crée du mécontentement aussi chez les salariés parce que les salariés étaient restés sur l'idée qu'ils n'allaient pas payer de plus-value ou moins de plus-value sur le BSPCE, etc. Donc, à mon avis, on a intérêt à dire aux salariés, tu es bien payé pour le travail que tu fais et c'est légitime. Première chose. Deuxième chose, tu as une valeur clé pour la société, donc on va t'intéresser au capital si tu le souhaites. Troisième chose, tu vas payer un petit peu pour acheter tes BSA, un petit peu. Ça te donne le droit d'acheter une action un petit peu moins cher que ce qu'elle va valoir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il faut quand même que celui auquel on attribue le BSA le paye pour être impliqué. C'est pas une prime, un BSA. C'est, voilà, moi, je participe à la valeur de l'entreprise, je vais investir au capital de la société, je paye un petit peu, et si tout va bien, quand la société se revendra, elle vaudra notablement plus cher que la base sur laquelle je suis rentré. Donc, quand elle sera vendue, j'aurai un partage de valeur au moment de la vente. Et à mon avis, il faut le présenter comme ça. L'intéressement, c'est totalement autre chose. L'intéressement, c'est vraiment du droit du travail. C'est une façon de dire aux salariés, je mets en place un plan d'intéressement dans mon entreprise, dans ma société, et si la société atteint tel niveau de résultat par an, alors chacun des salariés touche une fraction du résultat tous les ans. En fait, c'est une fraction de sa rémunération qui est assise sur le résultat, mais le salarié n'a pas vocation à participer au capital, c'est-à-dire à être associé ni de près ni de loin. Globalement, le mécanisme des BSA, mais je pense que tu l'as compris, a ma préférence. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Mmh. Après, l'intéressement est quand même plus simple à mettre en place et ça permet de faire participer tout le monde, aux bénéfices de la société facilement et sans engagement. C'est quand même des mécanismes qui peuvent être complémentaires éventuellement. Ah, ça peut être tout à fait complémentaire, tu as raison. Et le retour sur investissement, si je puis dire, pour le salarié est plus immédiat. D'une part, parce que précisément, il n'y a pas d'investissement du salarié, donc il y a un retour sans investissement en argent. Il y a évidemment un investissement en travail, mais pas en argent. Et tous les ans, on va verser de l'intéressement aux salariés. D'une manière générale, encore une fois, je me permets de revenir là-dessus, il ne faut pas croire ou pas penser qu'on va durablement rémunérer des salariés avec autre chose qu'un salaire qui correspond aux pratiques du marché. Parce qu'au moment où on va attribuer des BSPC ou des BSA, on peut dire aux salariés, je t'en attribue en contrepartie du salaire que je ne peux pas te verser, mais il ne faut vraiment pas que ça dure longtemps parce que le salarié, il va conserver son salaire, s'apercevoir que le salaire n'est pas forcément celui du marché, il va garder les BSA, etc. Mais quoi qu'on fasse, il faut le faire de manière extrêmement prudente, parce que les BSPCE ou les BSA doivent être liés à la qualité de salarié. J'attribue des BSA en 2025, le salarié part en 2026, si j'ai rien prévu, il a toujours ses BSA. Si je vends la société en 2030, il aura un petit bout de la vente. Donc potentiellement, il faut faire très attention à ces choses-là. Et comme tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec l'intéressement. L'intéressement, c'est plus simple, c'est plus facile. J'ai tant de résultats, je verse telle somme d'argent à mes salariés, ça fonctionne très bien. Et bah, c'est très clair. Maintenant, on va aller sur le schéma inverse. On est quelques années plus tard encore Oui, et la société, nos 2 amis, qui ont lancé, leur boîte, télécom, a une mmh, opportunité de rachat. oui. Eh bien, l'opportunité de rachat, déjà, à mon sens, il faut garder en tête qu'il vaut mieux ne pas faire une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Parce que parfois, on le voit aussi chez les clients, et ça fait aussi partie de notre métier, on voit des clients qui sont extrêmement motivés à l'idée de racheter telle ou telle société, qui veulent à tout prix racheter, et on s'aperçoit que lors des audits, la société n'est pas forcément ce qu'elle paraît être, ou qu'il y a quelques difficultés, qu'elle n'est pas propriétaire de sa technologie, par exemple, et que donc, dans ce cas-là, il faut s'assurer qu'elle l'est ou qu'elle va le devenir, qu'on n'a pas désintéressé un salarié, etc. Si on s'aperçoit que la boîte qu'on envisage de racheter fonctionne bien, qu'elle est saine, que quand je dis qu'elle est saine, ça veut dire qu'elle est saine comptablement, financièrement, socialement, juridiquement, mais surtout, 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 commercialement. Est-ce que j'ai un bon produit? Est-ce que j'ai une clientèle fidèle? Est-ce que mes clients me payent? Parce qu'avoir des clients qui ne payent pas, bah, c'est pas très utile. Voilà. Donc, si on considère que l'affaire est bonne, eh bien, on peut réfléchir justement à structurer cette acquisition.
Et on structure cette acquisition avec des sociétés de rachat, ce qu'on appelle en français des sociétés de participation. En anglais, j'ai un mauvais accent, tu me pardonneras, des sociétés holding. Et les sociétés holding, comme leur nom l'indique, vont souscrire une dette bancaire, éventuellement vont souscrire des financements par des augmentations de capital, des levées de fonds. Donc, vont aller voir des investisseurs qui vont investir dans la holding. Parfois, on fait les deux en même temps, à la fois levée de fonds, à la fois dette bancaire, et on va procéder à l'acquisition de la société qu'on appelle dans le jargon un peu financier la société cible. Voilà, c'est un côté un petit peu guerrier, mais c'est le champ lexical de cette activité, on parle de société cible. Et la société cible, eh bien, juridiquement, elle va être acquise par la holding. Ça va donc devenir, juridiquement toujours, la fille de la holding. Et tous les ans, la fille va remonter son résultat à la mère, donc la société de participation, ce qui va permettre à la mère de payer les emprunts bancaires qui ont été souscrits par l'acquisition. Donc, naturellement, le travail qu'on doit mener à ce moment-là, c'est quel est le prix de cette société cible? Est-ce que, a priori, la société cible a la capacité à servir du résultat de manière suffisamment pérenne et suffisamment importante pour que la holding puisse supporter sa dette? Si c'est le cas, ben on va aller faire le tour des banques. La holding va souscrire un emprunt et généralement, on va s'assurer que ça corresponde à peu près à 80% de la capacité de la société cible à générer du cash. Parce qu'on prend toujours une marge de sécurité et on a l'habitude, c'est un usage des affaires, on trouve ça dans toutes les banques, de financer ces opérations-là en général sur 7 ans. C'est un usage du commerce. La question qui va se poser si on a acquis cette cible et si tout se passe bien, c'est comment on va intégrer la cible à la société préexistante. Je parle d'intégration économique, donc ça c'est des questions de stratégie. Il ne faut pas que les sociétés se cannibalisent l'une l'autre. Parfois, on fait des acquisitions pour éteindre la concurrence. C'est un peu ce qu'on évoquait au tout début de ton podcast. Et puis parfois, on a des business complémentaires. Et c'est là où ça crée plus de valeur parce qu'en réalité, on a des clients chez l'une qui vont aller chez l'autre, etc. Donc, on rend la clientèle un petit peu plus captive parce qu'on va élargir son offre de service. Et une fois qu'on a acheté à la fois cette société cible, qu'on l'a remboursée, qu'éventuellement on a acheté une deuxième, une troisième, et qu'on avait toujours notre société d'origine, notre petite pépite qu'on a créée, eh bien, on va pouvoir commencer à réfléchir à structurer le groupe de sociétés. Structurer le groupe de sociétés, ça veut dire que la holding, au départ, qui a procédé à l'acquisition, puis à la deuxième, puis à la troisième, eh bien, elle va concentrer les moyens du groupe. Quand je dis concentrer les moyens du groupe, ça veut dire que la holding va porter certains services administratifs qui vont être communs à toutes les sociétés du groupe. La direction financière, la direction commerciale, la direction juridique, la direction ressources humaines, etc. Et en fait, on peut commencer à négocier avec ces banques au niveau du groupe, à avoir des salariés sur l'une qui peuvent parfois travailler pour l'autre, à faire circuler la trésorerie. J'ai une société qui est structurellement un petit peu tendue en cash. Je vais pouvoir prendre le cash d'une société excédentaire pour financer l'autre. Donc, généralement, la structuration juridique permet, si tout se passe bien, de faire la croissance. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, évidemment, à des associés talentueux qui ont créé leur première société. C'est d'en acheter une, puis deux, puis trois. Effectivement, c'est très clair. Encore une fois, nous, sur notre marché, on a souvent des opérateurs télécoms qui vont racheter, par exemple, un informaticien, un MSP pour être plus précis dans le jargon. Donc, c'est hyper intéressant la stratégie que tu proposes, surtout une stratégie long terme. Et il y a aussi une question qui va être importante dans la vie d'une société, c'est l'achat immobilier. Oui, Et là, je alors crois que tu as ça, des avis c'est... assez tranchés là-dessus. Oui, j'ai des avis assez tranchés, j'ai des avis assez tranchés là-dessus. Déjà, la première chose, il faut pas confondre le patrimoine de sa société ou de ses sociétés avec son patrimoine personnel. On voit beaucoup de clients qui disent, moi, je veux absolument être propriétaire de mes murs, etc., etc. Donc, ils vont acheter n'importe quoi, ça conviendra pas, ce sera trop cher, on aura du mal à le payer, on aura du mal à le revendre, etc. Non, on gagne de l'argent quand on est chef d'entreprise avec son outil de travail, c'est-à-dire sa société. Si on peut devenir propriétaire de ses murs, c'est mieux, mais seulement si on peut devenir propriétaire de ses murs. D'accord? Si j'ai un loyer pas cher pour un local bien situé, alors après ça dépend de l'activité, ben je reste où je suis, je maximise mon rendement sur ma société, je maximise mes revenus personnels et je me fais mon patrimoine à côté. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'accessoire et le principal. Donc d'abord le business, après l'immobilier. Si toutefois, on a trouvé l'immobilier, le bien immobilier qui nous convient, qui est apte à notre activité, eh bien, ça permet évidemment de préparer la retraite
du chef d'entreprise, puisque une fois qu'il aura vendu sa société, ses revenus vont baisser. Peut-être qu'il conservera l'immeuble, peut-être pas, mais en tout cas, il économise tout au long de son activité, puisqu'il paye un loyer à une autre société qui sera à lui, plutôt que de payer un loyer à un propriétaire. La première chose à faire, c'est déjà, sauf cas extrêmement, extrêmement, extrêmement particulier, de ne pas mettre le bien immobilier dans la société d'exploitation. Déjà. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, ça rend la société d'exploitation beaucoup plus difficile à vendre parce qu'elle est alourdie d'un actif. Parce qu'un immeuble, en général, c'est cher. Elle est alourdie d'un actif qui, forcément, ou pas forcément, justement, n'intéressera pas nécessairement un acquéreur potentiel. Donc, l'acquéreur potentiel de la société va dire, bah, attends, moi, t'es gentil, j'ai ton immeuble dedans, tu me sors ton immeuble. Ce qui va coûter cher en termes de droits d'enregistrement, de plus-value, etc. Donc, déjà, première raison. Deuxième raison, si par malheur la société va moins bien, si elle est en difficulté, voire si elle est en mandat ad hoc, si elle est sous la protection du tribunal de commerce, eh bien les créanciers vont avoir tendance à dire bah, moi je vais hypothéquer l'immeuble pour garantir les dettes de la société. Donc ce qui devait être mon patrimoine, mon bas de laine pour ma retraite, devient en fait la garantie de mes créanciers. Ce n'était pas tout à fait l'hypothèse de départ. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est plus comptable, fiscale, c'est hyper technique, c'est que ça modifie la structure bilancielle. Dans ton actif, tu as un immeuble qui va donc donner un total de bilan important, alors que l'activité elle-même ne le justifie pas forcément. Donc ça rend ton bilan un peu moins lisible. Donc ça, c'est des raisons strictement techniques. Donc l'immeuble, si tu peux l'acheter, si c'est là encore une bonne affaire, il faut créer une société à part. Et cette société à part, alors on fait traditionnellement des SCI, mais on pourrait faire des SAS pour les immeubles. On en fait parfois, ça a moins d'importance. On va le loger dans une société à part, qui sera parfois une filiale de la holding du groupe, comme on l'a évoqué. Ça peut avoir des incidences en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Parfois, qui sera une société propre aux dirigeants, qui n'aura rien à voir avec ça. Et parfois, on va créer des foncières de groupe, c'est-à-dire qu'on aura une holding pour les sociétés d'exploitation et une holding pour les filiales qui portent les différents entrepôts, les différents bâtiments. Donc ça, c'est très particulier. Mais en tout cas, il faut très, très, très souvent créer des sociétés à part, sauf naturellement quand j'ai une activité industrielle où l'outil de production, c'est lui-même l'immeuble, parce qu'il est spécifique, parce qu'il est classé ICPE, parce qu'il est aménagé de telle manière, etc. Mais quand c'est des activités de service, on le met dans une société à part pour les raisons que j'ai évoquées. Pour ce qui est de la structuration de l'activité immobilière, la structuration juridique et fiscale, à mon sens, il faut éviter de se lancer dans des schémas fiscaux un petit peu hasardeux. On parle beaucoup de démembrement de propriété à propos de l'immobilier d'entreprise. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jurisprudence. À mon sens, on a intérêt à structurer l'acquisition de manière tout à fait classique. Je crée une société qui achète l'immeuble, qui le donne à bail à la société d'exploitation. Je fais faire une expertise de valeur par un expert judiciaire immobilier qui va me dire quelle sera la valeur de marché de mon loyer. Comme ça, si j'ai un contrôle fiscal, la société d'exploitation paye un loyer normal à la société immobilière. On s'assure bien sûr que ça permette de couvrir le prêt, mais à mon sens, on évite de s'engager dans des schémas fiscaux qui peuvent amener des difficultés par la suite. C'est pas ce qu'on souhaite. Surtout, encore une fois, que l'immobilier n'est qu'un accessoire de l'activité économique. Donc, on ne va pas créer des problèmes potentiels pour un accessoire. C'est très clair. En plus, c'est des sujets où nous, on est un peu dedans en ce moment, donc on aura l'occasion d'en rediscuter tous les deux. Avec plaisir. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans le temps. On est 15 ans après le lancement de la société, toujours en 2025 pour la temporalité juridique, et nos deux amis ont la possibilité de vendre la société. Donc, comment est-ce qu'on peut bien réussir sa sortie? Eh bien, comment bien réussir sa sortie? Déjà, il faut faire en sorte que la société soit cessible, c'est-à-dire qu'elle soit en capacité d'être vendue. Et là, il y a des aspects juridiques, des aspects comptables, financiers, fiscaux, etc. Mais surtout, et ça, il ne faut pas l'oublier, il y a avant tout des questions économiques, des questions de stratégie, des questions de business. Donc, une société, pour être cessible, déjà, il faut qu'elle soit séparable ou séparée de son dirigeant ou de ses dirigeants. Si on formule ça sous forme de question, c'est est-ce que la société peut fonctionner sans ses dirigeants actuels ou moyennant un accompagnement raisonnable de ses dirigeants actuels? Généralement, un accompagnement, c'est entre 6 mois, un an et demi, mais ça ne va pas au-delà, parce que quand on a vendu, bah, on se dit, bah, le mec auquel j'ai vendu, il fait moins bien que moi, ça m'énerve. Celui qui a acheté, il dit, bah, de toute façon, celui qui m'a vendu, j'en ai marre, il était temps qu'il parte, donc
l'accompagnement va rarement durer, comme je te disais, au-delà de 6 mois, 1 an, 18 mois, grand maximum. Mais encore une fois, en termes de stratégie, la question, c'est la boîte peut-elle fonctionner sans son dirigeant ou sans ses dirigeants? Première question. Deuxième question, existe-t-il, et il en existe-t-il des salariés clés dans la société parce qu'ils détiennent un savoir-faire très particulier, voire parfois une technologie, un relationnel client très particulier. J'ai mon directeur commercial qui connaît tous les clients, qui risque de partir parce qu'il ne va pas aimer les nouveaux associés, etc. Donc ça, c'est des questions que je dois me poser. Et ça, ce sont des questions, encore une fois, des questions économiques, de stratégie. Donc ça, c'est l'acheteur qui doit regarder si la société peut vraiment être séparée de son dirigeant, si elle peut fonctionner toute seule, en réalité. C'est ça la question. Cette société peut-elle fonctionner toute seule? D'accord? Très Au clair. plan de la structuration juridique, fiscale, économique, etc., si on a suivi le chemin qu'on vient d'évoquer, normalement, on n'aura pas beaucoup d'enjeux fiscaux parce que les sociétés holding, lorsqu'elles détiennent des filiales et lorsqu'elles réalisent des plus-values de cession en vendant leurs filiales, sont quasiment exonérées d'impôts sur les sociétés. En gros, elles payent à peu près 3% d'impôts sur les sociétés sur la plus-value, donc c'est très peu. Mais encore faut-il avoir créé la holding au départ pour bénéficier justement de ce mécanisme. Donc, fiscalement, on n'a pas trop d'enjeux. Comptablement, financièrement, pas trop de difficultés non plus. Le sujet, évidemment, c'est la garantie de passif, la garantie d'actifs et de passifs. Parce que quand on vend une société, eh ben, celui qui vend sait ce qu'il vend. Celui qui achète ne sait pas ce qu'il achète. Donc celui qui achète, bah, bien légitimement, va demander des garanties. On ne va pas croire un vendeur sur sa bonne mine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et cette garantie, la loi ne la prévoit pas, ou très peu. Hein, ce n'est pas comme acheter une voiture, un téléphone, un meuble, ou même une maison. Donc c'est strictement contractuel. Donc c'est l'avocat qui va rédiger un document qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs, ou une garantie de bilan. Et cette garantie, elle repose sur un postulat. J'achète une société sur la base d'une comptabilité à une certaine date et je garantis que tout ce qu'il y a dans les différents postes d'actifs, actifs immobilisés, actifs circulants, est bien présent dans la société, que ça vaut au moins sa valeur comptable, parce que ça peut être présent mais valoir moins. Donc justement, je dois vérifier que les valeurs annoncées sont bien les bonnes. Et au niveau du passif, je dois vérifier surtout les dettes, vérifier qu'il n'existe pas d'autres dettes qui soient réelles ou latentes. S'il y a des dettes réelles et non comptabilisées, c'est que le vendeur est un escroc, d'accord? Un chef d'entreprise sait ce qu'il a emprunté, à qui il l'a emprunté, sait quel fournisseur il n'a pas payé et pour combien. Donc si ça n'apparaît pas dans sa comptabilité, c'est un escroc. En revanche, on peut avoir des passifs latents et ça c'est la faute de personne, c'est pas la faute du vendeur, c'est pas la faute de l'acheteur. On a un contrôle fiscal, on a un contrôle URSSAF après l'acquisition et l'inspecteur du Trésor public ou l'inspecteur de l'URSSAF vient dire, bah, en fait, avant la vente, la société elle a fait ça, c'est pas bien, donc je vais vous redresser. Mais le redressement, économiquement, il sera subi par l'acheteur, parce que la société n'a pas changé entre l'acquisition et la vente, entre la vente et l'acquisition, pardon. C'est la même société. Simplement, économiquement, elle est possédée par quelqu'un d'autre, et le prix que ce quelqu'un d'autre a payé, c'était sans aucun passif autre que les passifs réels connus. Les passifs latents, justement, c'est la garantie de passif qui sert à nous protéger contre ça. Donc ça veut dire concrètement que si j'ai un contrôle fiscal, eh bien, j'ai un redressement. Ça veut dire que je vais envoyer la facture, si je puis dire, au vendeur en disant la société s'est fait redresser pour des faits qui sont antérieurs à la vente, donc c'était ta responsabilité. Donc c'est toi qui vas payer. C'est pas la société et c'est pas moi. C'est clair pour toi, Antoine? Ah bah, extrêmement, hein, ça permet, de clarifier certains points et en fait, on retombe aussi sur nos pattes, j'imagine, avec le pacte d'associés, au début et une fois que tu as des bases saines, tout va Tout bien, à fait. finalement. Tout à fait. Normalement, si tu as respecté le chemin que tu avais balisé au départ, ça veut dire qu'un un tiers hacker, comme on dit dans le jargon, se présente, que la cible, bah, c'est notre société cette fois, et qu'on est Ça content change. parce que voilà, on a bien travaillé, on a bien valorisé, on a créé de la valeur, on a fait travailler des gens, on a satisfait des clients. Donc on est désirable. En tout cas, notre société est désirable, et quelqu'un nous fait une offre. Et en plus, on a envie de partir en retraite ou pas forcément, mais on a envie d'arrêter de travailler, etc. Donc, la cible, c'est nous. Et je vais aller voir mon associé en disant, bah dis donc, tel concurrent veut nous acheter à tel prix, est-ce que ça te convient?
Notre associé peut dire, ah ben moi je trouve que c'est pas assez, ceci, cela, etc. Et là, on va lui rappeler, écoute, nous, à l'époque, on avait considéré les deux et on était bien d'accord que telle somme, c'était assez. Et votre associé, s'il est honnête, et il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, va dire, oui, tu as raison, on va se vendre, ou bah, c'est moi qui vais te racheter au prix que proposait ce tiers. Et donc, on revient à ce qu'on disait au départ, celui qui veut réaliser son patrimoine va pouvoir vendre ses actions au prix proposé par le marché. Quand je dis le marché, c'est entre guillemets, mais en tout cas, le prix qu'un tiers acquéreur était prêt à payer. Donc, on a notre holding, fiscalement, on est bien. On a notre pacte d'associés, donc ça nous permet justement de définir notre sortie. On prévoit notre accompagnement, 6 mois, 1 an et demi. Et puis, naturellement, on touche son prix de vente. Il y a une partie du prix de vente qui est séquestrée pour généralement garantir la garantie, justement. Mais si tout se passe bien, il n'y aura pas de sinistre. Et puis, de ce qu'on va essayer de faire aussi, ça dépend de la situation personnelle des clients, c'est de faire un petit peu de patrimonial. On va profiter de l'opération pour donner, juste avant la vente, des actions de la société aux enfants, des actions de la société aux conjoints de l'associé. Et juste après la vente, eh bien, justement, le conjoint, les enfants vont percevoir une fraction du prix de vente. Tu sais, je pense, Paul-Antoine, qu'on a un abattement de 100 000 euros pour des donations entre parents et enfants tous les 15 ans. C'est 100 000 euros par parent, par enfant tous les 15 ans. Et cette donation, elle peut prendre la forme d'actions de la société. Je vais dire à mes enfants et à mon épouse, je vais vous donner X% de la société et vous allez percevoir directement une fraction du prix de vente sans fiscalité. Et on peut aussi reporter ça au niveau de la holding, mais je simplifie pour ceux qui nous écoutent. Donc c'est très agréable à la fois pour le vendeur et à la fois pour évidemment ceux qui bénéficient des donations. Parce que, en fait, naturellement, on pourrait se dire, je vends, je paye l'impôt, je donne. Ben non, c'est je donne des actions et c'est le vendeur qui rachète à mes enfants, à mon conjoint. Et c'est évidemment parfaitement légal. Et là, sur notre déroulé de 15 ans d'activité entre le lancement de la société et la vente, on a sécurisé son patrimoine et celui de sa famille. Tout à fait. C'est normalement là. Un avocat fiscaliste. C'est ça. C'est le souhait de beaucoup de chefs d'entreprise. On travaille évidemment par passion, par plaisir pour ses clients, naturellement, mais on travaille aussi pour soi. Et si on a une famille, notamment des enfants, on travaille pour pouvoir mettre sa famille à l'abri. Et si on peut le faire de la façon la plus favorable possible, mais en restant dans la légalité, naturellement, on essaye toujours de le faire. C'est important, la légalité, évidemment. Pour conclure. C'est effectivement crucial, Paul-Antoine, parce que, comme on disait tout à l'heure, chef d'entreprise, c'est compliqué, c'est dur, il n'y a pas de filet de sécurité. La variable d'ajustement dans une société, en tout cas les petites sociétés, c'est toujours le dirigeant, le patron, l'associé, hein, c'est pas les salariés, c'est pas les clients, c'est pas voilà. La variable d'ajustement, c'est nous. Ça veut dire que quand il faut travailler plus, c'est pour nous. Quand il faut gagner moins, c'est pour nous. Mais naturellement, ça a aussi des avantages parce qu'on réalise son gain à la fin si on a bien travaillé. En général, on est récompensé de ses efforts. On peut garder son immeuble pour le louer à quelqu'un d'autre, etc. On peut gratifier ses enfants et c'est, je pense, la finalité, je parle en termes de carrière à laquelle chacun aspire une fois qu'on a travaillé de manière évidemment satisfaisante pour tout le monde. Il faut penser un peu à soi et à sa famille. Merci beaucoup Jean-Marie pour ta participation. Merci. À l'occasion peut-être de refaire un autre épisode sur notre sujet parce que c'est très intéressant, même si on est un peu éloigné du monde de l'IT et des télécoms sur lequel on a l'habitude d'échanger dans cette émission. Finalement, ça reste des PME comme toutes les autres avec leurs problématiques fiscales. Merci Jean-Marie. Merci Paul-Antoine, à bientôt.